Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Seijun Suzuki, notre trilogie personnelle consacrée à Seijun Suzuki. On va parler aujourd'hui du film Irezumi Ichidai, plus connu chez nous comme La vie d'un tatoué, et pour en parler j'ai avec moi Jérôme. Bonsoir à tous et à toutes, et affreusement content d'être là. Affreusement content. Donc aujourd'hui on va parler d'un film de 1965 qui est sorti au cinéma en France, en 1994, il a fallu juste attendre un tout petit moment, mais il est quand même sorti, finalement. Ouais, tu te rends compte quand même, 29 ans, il faut du temps pour que ça sorte de bons films comme ça. Ouais, mais c'est pour ça que ça me fait rire quand certaines personnes se plaignent des fois que... C'est le film, il a été repoussé d'une année, je fais, les gars, pour regarder certains films, c'est la croix et la bannière, arrêtez de vous plaindre d'une certaine manière. Complètement, ils se rendent pas compte. Donc, on va parler de La vie d'un tatoué. Alors, le titre, rien que lui-même, il évoque déjà plein de choses. La vie d'un tatoué, on sait déjà qu'on va parler de Yakuza. Ça, c'est clair. Des bons vieux Yakuza, comme on dit. Parce que, en fait, le tatouage au Japon, c'est très mal vu. D'ailleurs, si vous allez dans les bains publics, c'est interdit. Je me souviens qu'on était dans un hôtel où il y avait un sauna, il y avait clairement le dessin interdit au tatouage. Donc les tatouages, c'est très mal vu au Japon, parce que qui porte de tatouages, ce sont les Yakuza, qui se couvrent le corps de grands tatouages. On m'a dit, entre autres, que c'était une forme d'épreuve aussi, quand ils se font tatouer, parce qu'ils se font tatouer à l'ancienne, faut pas croire, c'est pas les méthodes plus modernes. Et qui, à la base, devait, si j'ai bien cherché, parce que c'était il y a un mois que j'ai cherché, en fait, ça couvrait les marques qui leur étaient faites en tant que hors-la-loi. On leur faisait des marques, et en fait, ils faisaient des tatouages par-dessus. Est-ce que tu as d'autres infos concernant les tatouages et les Yakuza? Sincèrement, je crois que t'as tout dit parce que j'en sais pas plus. Par rapport au bain, oui, j'en avais entendu parler, tu viens de me le confirmer, mais pour le reste, non, je savais pas. Ah, je l'ai vu sur place. Encore, c'est mieux si tu l'as vu sur place, ouais, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un film de Yakuza, mais comme d'habitude, au Japon, tout a un nom, et donc on n'est pas face à un Yakuza Eiga, nous sommes face à un film qu'on appelle un Ningyo Eiga. En fait, d'après ce que j'ai vu, c'est un film de Yakuza en costume, c'est ça? C'est pas un peu ça? Ouais, tout à fait. Okay. Parce que, comme d'habitude, au Japon, tous les genres, tous les films sont codifiés, quoi. Ça n'existe pas un film qui n'est pas codifié au Japon. Je pense pas, non. Et est-ce que tu connais d'autres films qui sont des Ninkyo Eiga, toi? Bah, je pense Zatoichi, déjà. Ouais, tout à fait. Après, j'ai vu celui de Takeshi Kitano. Et puis j'en ai vu un de l'acteur, je sais plus son nom, qui joue dans Baby Cart et qui avait joué avec le sabre manchot, je crois. Je sais plus c'est quoi le titre. Donc attends, tu dis celui qui a joué dans Baby Cart, donc Shintaro Katsu, c'est l'interprète de Zatoichi, c'est l'interprète historique, et Tomisaburo Wakayama, c'est l'acteur de Baby Cart. Tu parles de celui où ils se battent. Ouais, exactement, oui. Tu sais que Tomisaburo Wakayama, c'est le frère de Shintaro Katsu. Ah non, je savais pas. Ah, j'apprends encore. Eh ben voilà. Merci encore. Tu viens de l'apprendre. Cool. C'était pas prévu, mais voilà. Je m'aurais moins con. Ouais. Mais à part des Zatoichi, est-ce que t'as vu d'autres films de ce genre-là? Non, j'en ai pas vu d'autres. Moi, je pensais que j'en avais pas vu d'autres, et après, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai repensé au coffret qui était sorti chez HK Video, donc les coffrets Hideo Gosha, où il y avait des films qui sont finalement dans ce genre-là, qui est un genre qu'il faut le dire, je ne connais pas très bien. Et t'en as pensé quoi, là? De quoi? De ceux que, le fait que tu es, comme tu as dit, tu n'es pas, tu pensais pas que t'en avais vu autant, en fait. Rien de spécial. D'accord, ok. J'ai été surpris. Okay. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que c'est pas forcément non plus le genre qui me parle le plus, tu vois. Mais c'est vrai que le Japon codifie beaucoup les films, alors des fois, c'est vrai que c'est pas évident, en fin de compte. Le Japon codifie tout. Ouais. Il codifie tout. T'as qu'à voir, même pour le thé, il y a une cérémonie. Oui. En plus, tu y allais au Japon, donc tu sais de quoi tu parles. Bon, pas la cérémonie du thé, ça j'ai pas vu, mais ouais. Mais certaines moi, choses. Je vois surtout ça dans les arts martiaux, dans tout ça. Enfin, bref. Regardez les mangas aussi, il y a tous les genres qui sont clairement codifiés, tout ça, quoi. Bon, alors on va essayer de repartir donc un petit peu sur le film, réalisé par Seijun Suzuki, réalisateur duquel on a déjà évoqué 2 films. Toi, t'en as vu d'autres, des films de Seijun Suzuki depuis, je crois, non? J'ai vu ceux qu'on a chroniqués, puis celui-là. J'en ai pas vu plus. Ah. J'ai pas eu l'occasion de voir les autres. Oui, j'en ai récupéré plein. Mais il faut que j'ai le temps de les regarder, puis surtout que je sois bien dans un bon état d'esprit pour les regarder. J'aime pas voir un film en précipitant. J'aime bien prendre mon temps. Moi, je me suis dit que t'allais nous aider, que t'allais devenu un expert en Suzuki.
Bah, je commence à le devenir, mais je pense que toi aussi. Non, vraiment pas. Quand je vois ce film, je me dis, j'ai encore plein de trucs Alors, à découvrir sur ce réalisateur, très honnêtement. bah, moi aussi, hein. Déjà, les 3 que j'ai vus, sincèrement, j'ai hâte de voir les autres, hein. Je te le dis franchement. Bah, faut dire les choses comme elles sont. On a vu 3 films, et les 3 films sont radicalement différents. Complètement. Encore une fois, on est surpris. C'est-à-dire, là où la marque du tueur était un film complètement fou qui partait en vrille, là où Détective Bureau 2-3, c'est un film, on va dire, pulp, comme ça, ce film-là, bah, c'est encore autre chose. Ouais, c'est encore autre chose, comme tu dis. Mais personnellement, je dois t'avouer un détail. Cette fois-ci, c'est autre chose. Je suis presque déçu, d'une certaine manière. Par rapport à ce qu'on a vu au départ, j'avoue que je comprends ta réaction. C'est vrai, entre les 2 premiers films qu'on a vus, hein, c'est peut-être aussi 2 films assez majeurs de sa filmographie aussi, je pense, bah, qui sont très souvent cités. C'est vrai que celui-là, il est en dessous, je sais pas, mais il manque quelque chose, je pense, ou assez inégal. Par moment. Il est surtout beaucoup plus classique. Ouais, il est classique, quoi. C'est un récit assez, ouais, c'est classique, hein, il y a pas de, tout est bien présenté, il y a pas vraiment de surprise, on va dire, par rapport à ce qu'on a vu avant avec Senju Suzuki, c'est vrai que ça surprend, en fait, sur le coup. Il y a quand même le coup des chaussures rouges du flic. Tu vois ce que je veux dire? Que là, on retrouve un peu, on sait, ah, voilà, là, je retrouve mon Suzuki habituel. Exactement, ouais. Ouais, c'est à l'image que je pensais, déjà dès que j'ai vu, oui, les chaussures rouges. Et puis, les couleurs qui petit à petit commencent un petit peu à prendre le pas sur la réalisation et sur le cadrage aussi. Puis le rythme du film. Tu veux dire quoi par les couleurs? Tu veux dire que, enfin, moi, j'ai cru remarquer que le film, plus il avance, plus d'une certaine manière, il s'assombrit et il devient, comment dire ça, le cadrage peut-être se resserre un peu aussi. Un peu, ouais, par moment. Bah, les couleurs, moi, c'est surtout vers la partie, je vais pas spoiler, mais là, un petit peu avant la fin, la partie finale, où on commence à voir aussi les filtres de couleurs amener aussi à la jouissance filmique du final, quoi. Mais je te propose qu'on inverse et que justement, on commence par parler du final. D'accord, si tu veux. Parce que moi, je vais dire un truc sur ce final. On a dit jusqu'à présent que le film était peut-être classique, etc. Mais le final de ce film, c'est un final monumental. C'est une des plus belles scènes on va dire, d'action de l'histoire du cinéma japonais, et j'ai envie de dire de l'histoire du cinéma mondial. C'est vraiment une scène version XXL. Pour te dire, j'ai dû la mater, j'ai rematé le film, hein, avant de faire encore la chronique, j'ai maté 3-4 fois à la suite. J'arrive pas à... Waouh, c'est grandiose, quoi. C'est très théâtral, c'est-à-dire au début il y a l'espèce de décor de fond qui disparaît avec une lumière qui vient d'en haut qui est très très forte, qui éclaire énormément. Ensuite il y a des passages de couleurs, il ouvre des portes qui sont toutes de la même couleur, on a des cadres dans le cadre, c'est complètement fou. Après il y a un moment où il se bat dans une espèce de, on va dire, la salle est plus grande, mais lui il est sur une espèce de couloir, on va dire, dans le sens où c'est c'est seulement cette zone-là qui est éclairée. Ouais. Et c'est grandiose, la chorégraphie est évidemment au niveau, c'est grandiose. Après, on a cette contre-plongée, cette énorme contre-plongée, où la caméra passe sous le tatami pour filmer. Ah oui, ça m'a marqué, ça. C'est-à-dire, on voit les mecs d'en dessous, comme s'ils étaient sur une espèce de sol en verre, enfin, ouais, en verre. On passe en dessous pour filmer ça, dans un film ultra classique, traditionnel, etc. Moi j'avoue que, waouh, j'étais comme un dingue en regardant cette scène, mais du départ, hein, même avant qu'elle arrive, déjà, comment c'est amené, entre le filtre, bon, je vais un peu spoiler, tant pis. Un des héros du film, le frère d'Etetsu, qui se fait arrêter par l'autre clan de Yakuza et il affronte, il se fait tuer par deux Yakuza, et on voit bien un moment quand il se fait sabrer, on voit bien un moment quand il se met contre le mur, on voit un filtre rouge qui vient devant l'écran, si tu vois ce que je veux dire. Moi, je vois le moment où le ciel devient rouge. Et après, oui, après, il y a l'enchaînement aussi, quand Tetsu, il parle avec la geisha, et puis il y a le ciel qui commence à être rouge, et quand ils voient, ils emmènent le corps, quand les ouvriers emmènent le corps aussi. Il y a tout un enchaînement, en fait. Et sincèrement, ça fait monter en puissance, quoi. Même moi, émotionnellement, tu
en rematant la scène, je m'en rendais pas compte, mais émotionnellement, c'est vraiment très très bien fait, quoi. Et quand le personnage de Tetsu, moi je l'ai vu, il enlève son kimono et dessus il a son kimono blanc, mais Wow. qu'à ce moment-là, t'as justement la lumière très, très théâtrale. On enlève, si tu veux, cette lumière qui fait un peu, entre guillemets, naturelle, même s'il a déjà l'air un peu folle, pour avoir que la lumière sur lui. Enfin, c'est grandiose. Ah ouais. Après tous les plans qui arrivent, jusqu'à l'appui, encore l'appui, hein, chez Senju Suzuki. C'est un, des 3 films que j'ai vus, l'appui est quand même un élément, qu'il aime bien exploiter, quoi. Jusqu'à l'arrivée, quand il passe par le pont, quand il arrive chez les Yakuza, quand il passe par les portes de couleur, c'est waouh. Mais c'est un peu ce qui me déçoit, c'est qu'en fait, à la base, je t'avais montré cette scène sur YouTube, je t'ai dit, regarde-moi ça, ce film, faut absolument que je le voie. Et du coup, en fait, quand j'ai vu le film, j'étais presque déçu que tout ne soit pas à ce niveau-là. Ouais, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est assez inégal, en fait. C'est, par rapport à la finalité du film, après, peut-être que c'est June, comme on avait dit, il faisait des films, tu sais, de commande pour le studio. Donc peut-être aussi, il a pu enfin se lâcher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être sur le final, quoi. On sent qu'il est plus modéré, mais qu'à la fin, il s'est lâché. Ah ouais, complètement. Et c'est peut-être pour ça que le film aussi est assez inégal, malgré qu'il y a quand même des idées assez. Tu peux arrêter alors des chaussures, mais je sais pas si tu te souviens du plan avec le train là qui accélère. Un moment aussi. Ça m'a complètement surpris. Il y a 2-3 passages, tu sais, juste avant, juste que le frère, le plus jeune, il retourne voir sa bien-aimée, on va dire. Ils sont dans une espèce de port où, tu sais, les bateaux sont suspendus, là, enfin, surélevés. Je sais pas si t'as vu la composition d'image de cette scène, comme elle est magnifique. Oui. La composition des cadres, Ouais. elle est grandiose. Il y a des plans aussi, je me souviens, même avant le final, il y a quelques plans où le cadre, la lumière, l'éclairage et puis aussi la scène, l'émotion qu'il veut te faire passer, c'est vraiment très très bien travaillé. Non, mais même quand c'est plus classique, Ouais, c'est-à-dire ce qui est, c'est très bien fait, la lumière est très bien, le cadrage est bien choisi, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que c'est plus gentil, donc on a l'impression que c'est un peu plus quelconque. Mais c'est un quelconque qui est très bien fait, tu vois. Il faut pas oublier aussi un détail, c'est qu'en matière de cinéma japonais, je sais pas toi, mais je l'ai vu que ouvrir les guillemets, entre guillemets, des grands maîtres, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah moi aussi, hein, certains. Je les ai pas tous, je les connais pas tous, mais j'ai vu certains. Oui, c'est vrai que, bah tu sais, c'est comme quand à force de manger ce qu'il y a de meilleur, alors dès qu'on goûte un petit peu moins bon, bah tu vois ce que je veux dire, l'intérêt baisse un petit peu, quoi. Et pourtant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on ne sait pas ce que c'est que comment dire ça, le cinéma de ce type-là, moyen au Japon, tu vois. Ah, c'est vrai. Mais ça, c'est en règle générale. Mais par exemple, moi, il y a aussi un plan que j'ai beaucoup aimé, c'est peut-être de celui-là que tu parles quand il y a le train. C'est quand tu vois le personnage d'une des 2 filles qui, en fait, regarde comme ça, on voit le cadre, on croit qu'elle est à la fenêtre, comme ça, elle a un regard triste. Et en fait, moi, au début, j'ai cru qu'elle était simplement à la fenêtre, et tout d'un coup, ça part, ting, et en fait, tu vois que c'est le train, quoi. Exactement, ouais. Ouais, je m'en souviens bien. Il y a quand même des trucs qui sont très très bien. Maintenant, le film en lui-même, dans son histoire, qui est assez simple, il y a des trucs aussi intéressants au niveau de l'histoire, comme par exemple, on voit que les 2 personnages sont des reclus de la société, on va dire, et finalement, où est-ce qu'ils se retrouvent un peu chez eux, avec d'autres personnes qui sont un peu des gens du bas, on va dire. Ouais, des ouvriers, hein, on peut le dire, des moins que rien, quoi. Je sais pas si on peut le dire. Ouais, enfin bon, on va pas dire les ouvriers, c'est des moins que rien. Non, je déconne, non, j'ai un profond respect, en plus je suis fils d'ouvrier, donc je devrais pas trop me la... Moi aussi. Ouais, donc, excusez-moi. Donc, non, bah, on va dire, on voit vraiment les gens du bas, on va dire le prolétariat, quoi, on peut le dire. Et puis on voit que Suzuki, il a un profond respect, une certaine sympathie pour ces gens-là, tu vois ce que je veux dire? Complètement. On voit que c'est montré comme des gars cool finalement, tu vois, des gars sympas. Ouais, puis ce qui m'a marqué, moi, dans le film, c'est je sais pas si toi ça t'a fait cette impression, mais ils sont toujours ensemble, tu vois, les ouvriers. On les voit rarement tout seuls, sur quelques plans. Alors ça, on les voit souvent ensemble. Ça m'a pas marqué. Non, mais moi, je sais pas, ça m'a marqué, toujours ensemble. Ils parlent toujours ensemble. Quand la scène, quand ils chambrent Kenji par rapport à ses dessins un peu osés. Et après la scène quand ils sont dans la rivière, quand la fille drague Tetsu, quand ils sont aussi dans la grotte, quand je crois il y a un ouvrier qui s'endort après une explosion, tu vois, il y a
il y a cette notion aussi on sent qu'ils sont très soudés, quoi. J'allais dire, il y a cette notion de camaraderie. Ouais, voilà, c'est ça. Et une autre chose qui est intéressante à constater, c'est l'opposition des deux frères. C'est-à-dire, les deux frères, malgré qu'ils s'aiment énormément et que c'est vraiment une histoire de fratrie, on voit que, par exemple, il y en a un, c'est un yakuza, tandis que l'autre, c'est plutôt un artiste rêveur, toi. Il y a le fort, le faible. Il y a aussi, par exemple, leurs relations amoureuses. C'est-à-dire, le plus jeune, il tombe amoureux de la femme de son patron, qui a un certain âge et qui n'est pas la plus belle du monde, parce qu'elle lui rappelle sa mère, tu vois. Et donc, il tombe amoureux d'elle. Donc, lui, il est en recherche de cet amour. À l'opposé de Tetsu, qui, lui, c'est le Yakuza, et qui est donc tatoué au niveau du corps, ce qui fait que son corps est marqué à vie, tu vois. Et lui, il est... comment dire ça? Il y a une dame, une jeune fille très jolie, qui essaye, enfin, qui lui fait des avances clairement, et lui, au contraire, il doit le rejeter. Il doit rejeter cet amour. Il y a cette opposition qui est assez intéressante. Ouais, c'est vrai. Ça aussi, ça m'a marqué dans le film. C'est que malgré ce qu'on disait au départ, tu sais, tu disais que ouais, c'est pas qu'on est déçu, hein. Je suis pas déçu du film, mais je veux dire par rapport à ce qu'on a vu avant, ça c'est classique, et ben malgré ça, il y a quand même des choses intéressantes à dire sur ce film, sur le traitement des personnages, comme tu dis, le rapport entre les deux frères, oui, comme tu dis, la force brute on va dire du grand frère, et qui a un rapport complètement différent par rapport à la séduction de la jeune fille, et le petit frère, lui, qui est plutôt attiré par la femme du patron. Ouais, c'est assez intéressant, peut-être inconsciemment, c'est peut-être une image, bon, j'ai peut-être un peu loin, attention, hein, je m'égare peut-être, mais par rapport peut-être inconsciemment, le réalisateur, c'est peut-être une projection qu'il a peut-être fait sur lui-même, parce que c'est un artiste, tu sais, pour moi, un réalisateur, ça reste un artiste, hein, quelque part. Ouais. C'est peut-être ça, hein, de donc, savoir, peut-être. Il a envie de baiser la femme de son patron. Ah, ça, c'est toi qui le dis, hein, j'en sais rien. C'est pas qui fait ce lien, pour ça que je te pose la question. Non, bah, peut-être, je sais pas. Je suis pas assez intime. Faudrait lui demander. Ouais. Si j'arrive à aller dans l'au-delà, je lui poserai la question. Voilà. Tu t'écoutes, j'ai une question très importante. Est-ce que tu baises la femme de ton patron? Il va être surpris. Ouais. Tu m'étonnes. Il y a aussi un truc, je trouve, dans le film, d'ailleurs, c'est ce côté nature. Il y a pas mal de nature dans le film, ce qui donc peut nous faire penser à une vision plus Kurosawa du cinéma. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que ce côté posé, travailleur tranquille, comme ça donne un côté très western américain. Ouais, complètement. Ça me fait penser à un western, hein, quand tu vois celui-là, quelque part. Bah oui, je veux dire, on peut penser par exemple, comment il s'appelle ce film déjà? L'homme des contrées lointaines. Ah, je sais plus comment il s'appelle. L'homme des hautes plaines, c'est ça, non? Non, rien à voir, ça c'est avec Clint Eastwood. C'est un autre. D'ailleurs, Clint Eastwood s'inspire énormément de ce film avec Alan Ladd. L'homme des vallées perdues, voilà, je l'ai. Je l'ai pas vu. C'est un très très grand classique du western, et d'ailleurs, si tu regardes les westerns de Clint Eastwood, tu vois qu'il a un très 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 profond respect pour ce film, à tel point que son Pale Rider est pratiquement un remake. D'accord, bah je le vois alors. Je note. Donc l'homme des vallées perdues, si tu veux, c'est un cow-boy errant, comme on peut l'imaginer, pistolero, qui arrive dans une famille, qui s'installe dans la famille, et puis après, bon, forcément, il y en a qui viennent faire chier, puis à la fin, bon, bah, il est obligé de reprendre des armes. Le principe est ultra classique. En même temps, c'est un film qui date de quelle année, ce machin, l'homme des vallées perdues? Il date de quelle année? Il date de 1953, donc c'est normal qu'il soit classique en même temps, tu vois. Bref, tout ça pour dire que dans ce film, bien qu'on n'ait pas tout à fait ce schéma-là, on constate qu'il y a quand même ce côté paisible comment dire ça, du ranch à l'américaine. La nature paisible, ouais, c'est comme tu dis, il y a des jolis plans, hein, quand même, dans le film. Il met vachement en avant les rivières, les plans. On va dire peut-être qu'il a pris le temps de le faire, peut-être c'est aussi, on lui a peut-être permis d'aller à l'extérieur pour filmer ça aussi, tout simplement. Mais en tout cas, il le fait très bien. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça crée une espèce de, comment dire ça, de géographie du lieu, c'est-à-dire on sait où ça se passe, on sait où sont les personnages, on s'habitue nous aussi finalement au lieu où se passe l'action. Oui, on arrive à mieux l'intégrer en fait dans l'espace et par rapport à l'histoire aussi. Ouais, et la preuve, c'est que quand on quitte cet espace, on retourne dans l'espèce de bar
c'est là où ils étaient. Ce qui fait qu'en fait, les endroits du film, on les découvre à un moment donné et on les revisite, dans le sens où on retourne les visiter, ce qui fait qu'on est dans une espèce de microcosme dans lequel enfin, bon, un microcosme, ça va rien dire, on est dans un environnement, tout simplement, dans lequel on reconnaît les lieux, on sait où ça se passe. Exactement, ça fait très un peu familier, quoi, comme si c'était chez toi. On sent que... Ouais, voilà. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est ça. C'est les deux. Il y a le fantasme de partir en Mandchourie pour les deux, mais finalement, ils se retrouvent là chez eux d'une certaine manière. En fait, ils ont redécouvert un chez eux, on va dire. Ils ont quitté un monde ils ont quitté un monde parce qu'ils n'avaient pas le choix, et du coup, ils retrouvent un autre monde où ils commencent à se retrouver, quoi, quelque part. Ouais, tout à fait. Mais cependant, on ne peut pas non plus dire qu'il n'y a pas un côté, comment dire, fatalité. Tu sens que ça va mal finir, ça ne peut que mal finir. Parce que malgré tout, il y a leur passé qui les rattrape, il y a leur pulsion amoureuse, surtout celle du petit, qui est quand même un peu chelou, dans le sens où ça ne peut pas bien finir. Il y a quand même le flic qui rôde dans le coin, donc tu sais que ça ne peut pas bien finir. Bah non. On va dire la vie les rattrape, quoi, tout simplement. La réalité de la vie les rattrape, malgré leurs idéaux et leur envie de s'évader de tout ça. Ben non, ça va frapper fort même jusqu'à la finalité du film, quoi. D'où à la fin la scène finale, je pense aussi, c'est peut-être pour ça qu'il l'a fait comme ça aussi. C'est-à-dire, il l'a fait comme ça, comme une espèce de grand défouloir, même si dans le Chambara, enfin là c'est pas un Chambara, mais ça a toujours été ça. Oui. Le final, c'est le grand final qu'on a attendu pendant 1 heure et quelques. Oui, oui, bien sûr. Mais je veux dire, peut-être aussi, c'était de montrer, voilà, ce qu'il y a de plus brut de la réalité, malgré tout ce que les deux héros, leurs idéaux et leur envie de s'évader, ils ne pourront rien contre la fatalité, quoi. Ouais, mais le plus brut, je dirais pas ça, parce qu'au contraire, il le filme de manière très bariolée. Oui. Alors certes, ça n'en devient pas tellement artistique que ce n'est pas violent, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais il y a pas, j'ai pas trouvé que il en a fait une espèce de truc hyper violent sans concession, quoi. Non, il n'en a pas fait ça. On sent qu'il a un respect des personnages aussi, je pense. Bah oui, j'espère. Il fait un film sur ses personnages, donc il y a intérêt quand même. Je suis d'accord. Alors que ça dépend des fois, t'as les réalisateurs, des fois il est... on va dire, vu les finales de certains films, on se dit, à mon avis, ils doivent pas du tout aimer les personnages. Ouais, mais même quand un personnage meurt dans d'atroces souffrances, dans le sang et tout ça, c'est une forme d'appréciation du personnage, c'est lui donner une fin grandiose. Oui, complètement. Alors bon, maintenant, un petit mot sur les acteurs, s'il te plaît. Moi, sincèrement, je trouve que ils jouent tous très très bien. J'ai pas vu vraiment, on va dire, d'acteurs ou d'actrices qui étaient en dessous de leur performance. Un jeu très à la japonaise, hein, oui, comme d'habitude, évidemment. Oui, classique. Hein. Non, mais je les ai trouvés tous très très bons, bien dans leur rôle. Des acteurs qui m'ont marqué, mis à part les deux héros, et puis certains personnages, comme par exemple le barman, qui tient le bar, tu vois. J'ai bien aimé son personnage aussi, assez fourbe. On sait pas trop. En fait, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, c'est pas l'arnaqueur, pas le barman. Oui, l'arnaqueur, excuse-moi. Oui. Ouais. Oui. Il me semble que c'était une barwoman. Ah, pardon, excuse-moi. Mais... Oui, l'arnaqueur. Il y a aussi les rôles féminins, je les trouve très très bien joués. Oui, j'ai bien aimé aussi le personnage, tu sais, du vieux Yakuza. Exactement, qui justement évoque des choses qui, je pense, parlent beaucoup à ce genre de film. C'est-à-dire la tradition Yakuza qui se perd pour des choses plus modernes, on perd, parce que je rappelle qu'à la base, les Yakuza, même si ça reste des gangsters, à la base, dans l'idée, c'est des gens qui vivent dans une société différente, c'est-à-dire ils ont quand même un code d'honneur et tout ça, et d'une certaine manière, on peut rapprocher ça aussi d'un film comme Le Parrain, hein. Bon, là on se calme tout de suite sur la comparaison avec ce film, mais je dis dans l'idée Yakuza, c'est-à-dire ce côté, on avait un code d'honneur, et maintenant on ne l'a plus, on passe à autre chose, à des nouveautés qui ne correspondent plus aux valeurs traditionnelles. C'est vrai, t'as raison, ce personnage aussi qui fait une sorte de passation avec l'amitié qui se lie avec Tetsuo aussi, quand il lui donne le sabre. C'est très symbolique, tout à fait. Ouais, pour moi, ça veut dire que c'est un peu une espèce d'héritier de ces valeurs-là. Exactement. Moi, je trouve que non, sincèrement, les acteurs moi, je les trouve très très bons.
En tout cas, j'ai pas senti, tu vois, ah bah non, lui là, ça colle pas, non, ça va pas. Après, c'est vrai que j'ai une certaine habitude comment jouer japonais maintenant, mais non, je les trouve assez. Celui qui fait Tetsu, je trouve qu'il a une sacrée bonne gueule. Ouais, il a une belle gueule et il me faisait penser inconsciemment un peu à Alain Delon. Je sais pas pourquoi. Alain Delon. Non, mais je sais pas. Quand je voyais le film, je voyais certains plans. C'est peut-être sa coupe de cheveux, peut-être. Et comme il est habillé aussi. Parce que ça me faisait penser à des films d'Alain Delon que je regardais à l'époque. Comme... merde, comment il s'appelle ? Mélodie en sous-sol. Il y avait certains plans. Je sais pas. Ça, je parle de mon expérience personnelle hein, quand je regardais le film. Mais je sais pas, ça me faisait... un peu un visage d'ange, en fait. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. Au passage, il s'appelle Koji Takahashi, si je dis pas de bêtises. Pour les personnages, non, je trouve que... Si, il y a un personnage quand même... un rôle qui m'a marqué au niveau du visage. Hein. C'est le chef des Yakuza à la fin. Celui qui a la lance. Ouais. Au niveau de son visage, sa façon de s'exprimer, ça m'a beaucoup marqué, mon film. En bien ou en mal? En bien, positif. Hein. Je veux dire, il en impose, quoi, un certain charisme. Par contre, c'est marrant, t'as remarqué que ces personnages, finalement, sont pas hyper intéressants. Je parle des méchants, c'est-à-dire, ils sont là comme une espèce de conclusion qui arrive, comme quelque chose qui arrive, mais en tant que tel, c'est pas le sujet qui intéresse, c'est pas une opposition gentil-méchant, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Non, et puis si tu regardes le film, ils sont pas du tout intégrés à l'histoire, on sait très peu de choses d'eux, on sait rien, en fait. Ils sont juste là pour, en tant qu'Yakuza, quoi. T'as raison. Je vais te poser une question en tant que pratiquant, par rapport à la scène finale. Le moment où tu le vois passer, tu sais, dans le couloir, et il affronte plein de Yakuza, et en même temps, c'est un plan, tu vois, qui avance, et il fait plusieurs enchaînements comme ça. Et toi, en tant que pratiquant, est-ce que tu trouves ça, c'est crédible? C'est jamais crédible. Non, mais je sais, je sais bien. Une arme blanche contre ça compte bien avec une arme blanche. Non, mais je sais bien. Mais je veux dire, par rapport en tant que pratiquant, est-ce que tu trouves qu'il y a quand même une exigence, on va dire, je m'en doute bien qu'ils se préparent, ils sont des chorégraphes. Est-ce que tu trouves que c'est quand même bien, c'est réaliste, quoi, en fait. C'est même pas une question que c'est crédible, c'est est-ce que c'est un minimum réaliste? Donc tu parles du plan qui est vu en contre-plongée, c'est bien ça? Exactement, hein cherche le terme contre-plongée, voilà. Non, c'est pas une contre-plongée, Non, c'est une plongée tout court. Plongée. C'est une plongée tout court. Alors écoute, il y a un ou deux mouvements dans lesquels on n'est pas totalement clair sur ce qu'il fait. Je veux dire, dans le sens où il bouge son sabre un peu et il touche peut-être quelqu'un. En tant que tel, on va dire les enchaînements qui sont faits, ils sont crédibles d'un point de vue, on va dire, exercice. Je bloque, je contre, j'ai l'ouverture, je coupe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Après, ils donnent la sensation d'être crédibles, sauf peut-être le moment où ils essayent de le planter au sol et ils roulent. Parce qu'ils essayent de planter, puis ensuite ils tapent tous au même endroit et ils bloquent tout d'un coup. Déjà, normalement, si plusieurs personnes tapent avec l'envie de taper très fortement, t'as la force de toutes ces personnes que tu dois bloquer avec ton bras. Tu vois ce que je veux dire? Au-delà de simplement mettre ton épée en opposition sur la trajectoire de la lame. L'association de force, oui, forcément. Voilà. Donc à part ça, oui, c'est une crédibilité cinématographique. Voilà, non, mais je sais bien. Mais je voulais te poser la question, t'es quand même pratiquant d'arts martiaux, enseignant, donc c'est bien d'avoir aussi ton point de vue de ce côté-là. Bah, dans un film, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a des films qui sont irréalistes, mais qui assument leur côté réaliste. Et puis voilà. Là, ici, on est dans une simili-crédibilité. Tu vois, c'est le côté très japonais, finalement assez sobre, malgré qu'il soit seul contre 1 million. Après, évidemment, on peut critiquer le fait que tout le monde l'attaque l'un après l'autre, etc., etc. C'est une chorégraphie. Il faut le voir comme une chorégraphie de cinéma, et d'un point de vue chorégraphie de cinéma, qui rentre à quel moment, parce que le plan est assez long, qui rentre à quel moment, qui frappe, qui contre, etc., etc., c'est du très bon. Oui, c'est très bon. Moi, je vois Voilà. Oui. C'est aussi pour ça que je voulais avoir ton avis. Autre chose? Je voulais aussi, peut-être, si ça t'intéresse, c'était rendre hommage à notre cher Joe Shishido. C'est vrai qu'on... Oui, c'est vrai, on a oublié d'en parler. J'ai pensé, tu vois, avant que tu me dises, j'ai dit, tiens, on va quand même lui rendre hommage à Joe Shishido. T'as tout à fait raison. En plus, on m'a partagé l'information. Donc, Joe Shishido, pour ceux qui ne savaient pas, c'est celui qui a joué dans Détective Bureau 2-3 ou encore dans La Marque du Tueur, les films duquel on a parlé, et il est décédé peu après. Ouais. C'est même toi qui me l'as dit, tu m'as envoyé un message. Ouais, moi on me l'a partagé aussi, c'est des abonnés qui me l'ont partagé.
Et donc, je sais il était surnommé, bon après c'est un surnom, hein, le Jean-Paul Belmondo au Toi, Japon. en fait, t'es un fan, toi, hein, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon. Non, mais T'es très patriote, toi. non, pas vraiment, parce que j'aime tellement le cinéma étranger. Donc non, je suis pas vraiment patriote au niveau cinéma. J'aime bien le cinéma français, mais non. Mais ça, Mais maintenant, la question qui se pose, c'est il était surnommé le Jean-Paul Belmondo par qui? Par les Français ou par les Turcs? bah je sais pas, c'est ce qui était dit au Japon. Je pense que c'est peut-être par rapport à sa capacité à jouer des rôles différents, c'est peut-être possible. Non, non, j'en sais rien, mais au Japon, de Jean-Paul Belmondo, je sais pas s'il est connu, enfin apprécié, je pense que oui. Mais disons que je sais pas si au Japon ils se sont dit ah c'est Jean-Paul Belmondo ou si c'est un surnom qu'on a donné en France, c'est ce que je veux dire. Ouais, je suis Ça d'accord. ressemble plus à un surnom français entre nous. C'est pour ça que j'ai dit turc, tu vois, parce qu'en Turquie peut-être que Jean-Paul Belmondo comme Joe Shishido ils s'en battent les entrejambes, tu vois. Ah, bah, complètement. Mais je pense que c'est plutôt Alain Delon qui est une idole et une star que Jean-Paul Belmondo au Japon. Bah, le Japon c'est particulier. Alain Delon c'est une star, c'est sûr, mais le Japon ils ont des appréciations très différentes des fois de certains acteurs que nous on a chez nous. C'est leur pays, c'est leur culture. Et tant mieux. Et tant mieux, c'est ce qui enrichit aussi. Et pour Joe Shishido, bah, je sais il est né dans le quartier de Kitaku, à Osaka. Si t'as l'occasion de... Kitaku ou Kitaku? Ah, Kitaku, pardon. Moi, je prends des cours de japonais. Non, non, moi c'est juste le cul en Oui, désolé. Bon, il a suivi sa scope. Sinon il manque un O, c'est Kita au cul, mais... Ah oui. Bon, ouais. Donc en fait, il a suivi une scolarité à Tokyo et à Miyagi. En 52, il est diplômé du secondaire et après, il s'est inscrit au cours de théâtre à l'université de Nihon. Et en 54, il participe à une audition chez Nikatsu et il est choisi. Et il quitte l'école et il commence sa carrière à la Nikatsu dans des petits rôles. Et en 1956, on en avait parlé, si tu te souviens de son opération, c'est toi qui me l'avais dit, des joues. Ouais. Voilà, En fait, il s'est fait opérer et puis semble-t-il, ça a plutôt bien fonctionné parce que à partir de là, il a commencé à avoir des rôles plus importants. Et donc, il est mort, paix à son âme, le 21 janvier 2020. Donc, il a quand même connu l'année 2020. Exact. Et il a quand même tourné plus de 250 films entre 55 et 2012. Autre chose à ajouter sur ce film? Bah, tu veux qu'on lui donne une note ou pas? Je pense que oui. Oui, vas-y, toi. Moi, je t'avoue que je vais être... ouais, vas-y. Moi, je vais lui mettre 8 sur 10. Parce que je peux pas lui mettre 9. Parce que, comme on a dit au début, c'est quand même assez classique au départ et assez inégal par moment. Et c'est vrai que ça, par rapport au réalisateur qu'on connaît, moi j'étais un peu déçu, quoi, par moment. Ouais. Ouais, c'est pas que j'étais déçu, mais j'ai l'impression de voir un film. J'ai pas l'impression que c'était Seijun Suzuki, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je vois tout à fait. Pourtant, c'était lui. Ouais, alors moi c'est compliqué parce que le film est formellement bien fait et il y a ce final qui est vraiment ouf, qui vraiment tire ce film vers une catégorie clairement supérieure. Tu vois ce que je veux dire? Pas juste le film bien fait, vraiment le film très très haut niveau, tu vois. Mais il y a quand même tout ce qui l'entoure, comme j'ai dit, c'est pas que ce soit mal fait, c'est juste que c'est fait de manière plus quelconque, enfin en gros ce que tu viens de dire, quoi. Ouais, et du coup, je sais pas. Après, je t'avoue que l'histoire, c'est pas celle qui m'a le plus passionné non plus, tu vois. Donc, comme ça, j'hésite, parce que je me dis 7, mais c'est un peu sévère quand même. Je vais donner 7 sur 10. Bah, moi, je voulais mettre 7 au départ, et j'ai repensé quand même à la finalité, et puis les quelques prouesses du réalisateur avant la scène finale. Je me dis, je vais quand même lui mettre 8. Mais à partir de la scène du port, comme je t'ai dit, avec les bateaux suspendus jusqu'à la fin, c'est 10. Niveau mise en scène, tout ça. Mais, comment dire, la mise en scène est bien, c'est pas le souci. Il n'y a pas un de fond. Il n'y a pas un truc raté. C'est pas que la mise en scène est ratée et tout ça. C'est juste que c'est un peu plus... C'est formel comme film. Voilà. C'est classique. Voilà, tout simplement. Bon, on s'arrête là? Ok, on s'arrête là. Bah, merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. Bah, merci à toi de m'avoir invité, puis abonnez-vous, likez et suivez sa chaîne. Et voilà, partagez, donnez du fric, voilà.
Ouais, donner du fric, Profite. t'as raison. Comme personne ne regarde ces vidéos, je profite pour vous faire la blague. Parce qu'évidemment, ce sont des vidéos que nous faisons pour les vues et pour le fric. Tout à fait. Surtout celles sur Seijun Suzuki. Ah oui, on va se faire. D'ailleurs, en ce qui concerne Seijun Suzuki, je te propose qu'on fasse une pause. C'est-à-dire que la prochaine fois, on parle d'un autre film, d'autre chose quand même, histoire de sortir un peu. Parce que j'ai l'impression qu'on est sur Seijun Suzuki depuis un sacré long moment. Et voir un peu autre chose nous fera du bien, je pense. Oui, bah, on commence à trop être une jeune Suzuki, peut-être dans notre façon de voir les chaussettes. Ah, tout à fait raison. Comme ça, on est toujours des incultes en Seijun Suzuki, puis la prochaine fois, on pourra réouvrir nos gueules. Bon, bah alors, on va s'arrêter là. Merci à tous. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao.